Elle avait 76 ans, petite, noire. Silencieusement, elle entra dans la salle d'audience, menottée, juste une vieille dame de plus pour eux. Mais ce que personne ne savait, c'était que ce n'était pas elle qui était jugée, c'était eux. Et quand ils ont réalisé qui elle était vraiment, il était déjà trop tard. Chers spectateurs, ce dont vous êtes sur le point d'être témoin n'est pas seulement une histoire. C'est un puissant témoignage du pouvoir silencieux et de la quête de justice dans des lieux que la plupart des gens ignorent. Si c'est votre première fois ici, je vous invite chaleureusement à partager d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Et si des histoires comme celle-ci vous touchent, vous interpellent ou vous font réfléchir, envisagez de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche. Nous partageons chaque jour des voix qui méritent d'être entendues. Merci d'être là. Maintenant, passons à l'histoire. Au moment où Yunis de Laka est entré dans la salle d'audience, l'atmosphère a changé. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas dramatique. C'était le genre de changement que l'on ne ressent que si l'on a déjà vu une pièce expirer trop vite, le silence qui suit une gifle que personne n'a vu venir. Elle avait 76 ans, noire, menue. Son épine dorsale avait depuis longtemps cédé au temps, mais pas ses yeux. Ils étaient perçants, tranquillement observateurs. Elle portait une robe bleue délavée, comme quelque chose transmis de génération en génération, et elle marchait avec la précision lente de quelqu'un qui n'avait plus rien à prouver et tout à révéler. Mais personne dans la salle d'audience 2B du comté de Chinlac ne la voyait ainsi. Il voyait une vieille femme noire menottée. Le huissier a à peine établi de contact visuel. La greffière n'a pas levé les yeux. Et l'agent Jarrett, grand, pâle, suffisant, s'est appuyé contre le banc des témoins et a chuchoté à son partenaire, on dirait une grand-mère qui s'est perdue en allant à sa soirée loto. Ils ont gloussé, inconscients que l'histoire a l'habitude de regarder des hommes comme eux. Yunis n'a rien dit. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis son arrestation. Ce silence les perturbait plus que si elle avait crié. Le juge Milford Tate, à sa 14e année sur le banc, a à peine jeté un coup d'œil par-dessus ses lunettes. Il a feuilleté son dossier avec le rythme détaché d'un homme qui avait signé trop de mandats et se souvenait de trop peu de visages. Il a plissé les yeux. Mademoiselle de la Crique, c'est bien ça? Elle n'a pas tressailli, ne l'a pas corrigé. Tate a levé un sourcil. Vous ne prenez pas l'avocat commis d'office? Yunis a levé le menton lentement, délibérément. Non, votre honneur, a-t-elle dit, d'une voix calme comme une pluie matinale. Je me représenterai moi-même. Un grognement a rompu le silence. Des rires, des murmures. Quelques yeux se sont levés au fond de la salle, principalement des blancs, des habitants. Une femme a chuchoté à son amie, elle est sénile. Elle doit croire que c'est une messe. Derrière eux, le journaliste Marcus Bell, l'un des rares visages noirs dans la salle, s'est redressé. Il était venu de Détroit pour couvrir des affaires de corruption dans les tribunaux ruraux. Il ne s'attendait pas à des feux d'artifice, mais quelque chose dans le calme d'Yunis, sa maîtrise de soi, l'a attiré. Elle n'avait pas peur. Elle n'était pas confuse. Elle attendait. Les accusations portées contre elle étaient claires sur le papier, obstruction à un agent de la paix, refus de dispersion, trouble à l'ordre public. Marcus avait vu une douzaine de cas similaires, une rafle de routine, un officier offensé par une résistance silencieuse. Puis l'accusation a diffusé les images de la caméra corporelle. Cela a commencé avec l'agent Jarrett s'approchant d'Yunis sur le trottoir devant le terminal de bus public de Chinlac. L'angle de la caméra oscillait alors qu'il marchait vers elle. Elle se tenait immobile, sac fourre-tout à la main, seule, aucun son. Il lui a fait un geste, a dit quelque chose. Elle n'a pas bougé. Les images ont coupé, puis sont revenues avec le son. Mettez vos mains derrière le dos, la voix de Jarrett a retenti dans les haut-parleurs de la salle d'audience. Toujours pas de réaction de sa part. Elle a légèrement tourné la tête, comme si elle avait entendu un oiseau, pas un insigne. La vidéo s'est arrêtée. Lassie Burle, la procureure du comté, a croisé les bras avec assurance. Comme vous pouvez le voir, a-t-elle dit, l'accusée était non coopérante. Les agents ont été contraints d'agir rapidement pour la sécurité publique. C'est alors qu'Yunis a finalement parlé. Votre honneur, a-t-elle dit, sans se tourner vers le juge. Puis-je poser une question? Tate a semblé agacé. Ce n'est pas le moment. Pourquoi l'audio manquait-il de la première partie de la vidéo? Un silence. Burle a cligné des yeux. Un problème technique, a-t-elle répondu rapidement.
C'est courant avec les caméras corporelles. Ununis a hoché la tête. Alors, je demande respectueusement le fichier original avec ses métadonnées et son flux audio complet. Son ton n'a pas monté. Il n'en avait pas besoin. Burl a hésité. Le stylo de Marcus Bell s'est arrêté de bouger. Personne ne s'attendait à cela. La vieille femme menottée venait de demander quelque chose que la plupart des accusés de Chain Lake ne savaient même pas exister, pas une négociation de peine, pas de pitié. Des preuves. De vraies preuves. Le juge Tate s'est agité sur son siège. Nous y reviendrons lors de l'examen des preuves, a-t-il dit sèchement. Mais le mal était fait. L'air dans la pièce a de nouveau changé, cette fois plus froid. L'agent Jarrett a jeté un coup d'œil vers l'écran, puis vers Ununis, puis vers le juge. Pour la première fois depuis son entrée, personne n'a ri. Marcus a gribouillé quelque chose dans son carnet, l'immobilité est une arme si l'on sait quand agir. Ununis n'a bougé qu'une seule fois de plus ce matin-là, pour poser délicatement ses mains sur la table de la défense, paume à plat, comme si elle stabilisait la pièce. Pas de protestation, pas de revendication, seulement sa présence. Et lentement, un par un, les gens dans cette salle d'audience ont réalisé qu'elle n'était pas là pour se défendre. Elle était là pour les faire révéler qui ils étaient vraiment. Et ils le faisaient déjà. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était d'attendre. La salle d'audience avait repris son rythme lent et mécanique. Des papiers étaient froissés, des ordinateurs portables cliquetaient, et le juge Tate a frappé son marteau une fois de plus, comme pour rappeler à la pièce qui était aux commandes. Mais quelque chose avait changé depuis qu'Ununis de l'ACA avait parlé. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas visible, mais c'était là, un changement de posture et de souffle, dans la façon dont le jury la regardait maintenant, comme s'il n'était plus tout à fait sûr de qui il regardait. Elle avait fait si peu, et pourtant tout semblait plus lourd. Lassie Burl est revenu à son argumentation, sa voix nette et polie. Le refus de l'accusé de coopérer a créé une perturbation qui a nécessité une intervention policière. Le PD de Chain Lake a agi conformément au protocole, et les preuves le reflèteront. Elle a de nouveau montré les images figées qui pendaient silencieusement à l'écran. Personne ne les regardait de la même manière maintenant. Ununis n'a pas interrompu. Elle a simplement tourné légèrement la tête et a regardé non pas Burl, non pas le jury, mais l'agent Chavez, le plus jeune officier de la pièce. Peut-être la fin de la vingtaine, latino. Son insigne encore un peu trop brillant, son uniforme trop impeccablement repassé. Il a croisé son regard pendant une fraction de seconde avant de détourner les yeux, car il se souvenait. Il avait été là ce matin-là. Il n'avait pas été celui qui donnait les ordres, mais il avait vu l'agent Jarrett s'avancer, des mains être saisies, des menottes claquer autour de poignets délicats sans avertissement. Ununis n'avait pas lutté. Elle n'avait pas crié. Elle n'avait posé qu'une seule question, calmement, régulièrement, et la réponse avait été le silence. Maintenant, elle le regardait de nouveau, non pas avec accusation, mais avec attente. Le silence, Ununis l'avait appris il y a longtemps, n'est pas toujours un manque de son. C'est une invitation, une ouverture. Et si vous le maintenez assez longtemps, la vérité arrive souvent sans être invitée. Des années plus tôt, des décennies en fait, elle l'avait appris à Montgomery, en Alabama. 17 ans, fraîchement sorti du lycée, attendant à un arrêt de bus avec une lettre d'acceptation de bourse d'études glissée dans sa poche de manteau. Un officier blanc s'était arrêté dans une voiture de patrouille, était sorti et l'avait réprimandé pour flânerie. Elle n'avait pas bougé parce qu'elle n'avait pas compris. Il n'avait pas posé de questions. Il avait émis un avertissement déguisé en confusion, « Tu es sourde, gamine, ou tu m'ignores juste ?» Elle avait ouvert la bouche pour expliquer, puis s'était arrêtée, non par peur, mais par clarté. Ce qu'elle disait n'avait pas d'importance. Son opinion était faite bien avant qu'elle n'arrive. Ce jour-là, elle avait appris à quelle vitesse les préjugés se propagent, plus vite que la raison, plus vite que les preuves, plus vite que la vérité. Et ainsi, elle est restée immobile. Ce silence lui avait coûté une nuit de garde à vue, une épaule meurtrie et une mère qui s'époumonerait à pleurer en discutant à la porte du commissariat. Mais cela lui avait aussi donné quelque chose qui resterait avec elle pendant les 6 décennies suivantes, la compréhension que les mots peuvent être tordus, mais le silence force les autres à choisir les leurs. De retour dans la salle d'audience, l'agent Jarrett était assis avec arrogance derrière la table du procureur, les bras croisés. Il se pencha vers Burl et marmonna quelque chose à voix basse. Burl ne répondit pas. Sa mâchoire était maintenant serrée. Sur le banc,
le juge Tate semblait de plus en plus agité. Il tapait le bord de son dossier encore et encore, ses yeux papillonnant vers Ununis, puis s'éloignant. Sa voix, lorsqu'il parlait, manquait de son autorité habituelle. « Mademoiselle Delca, dit-il, vous aurez votre tour de parler en temps voulu. Veuillez vous abstenir de nouveau d'intervenir. » Ununis a simplement incliné la tête. « Bien sûr, votre honneur. » Pas de protestation, pas de défense, juste sa présence. C'est cette présence qui les dérangeait plus que toute explosion de colère. Elle ne remettait pas en question le système. Elle le laissait se révéler, un tressaillement, un faux pas, une réaction excessive à la fois. Marcus Bell a regardé cela se dérouler comme un feu couvant. Il avait couvert des dizaines de tribunaux à travers le Michigan, des procès pour droits civiques aux audiences sur la brutalité policière. Mais cela était différent. Ununis ne leur avait rien donné contre quoi s'opposer. C'est ce qui les rendait nerveux. Le tribunal n'était pas habitué à la retenue. Il était habitué à la résistance, voix élevées, gestes de colère, supplications désespérées. Mais pas à cela. C'était la patience vêtue d'humilité. C'était la stratégie drapée dans l'âge. Le témoin suivant a été appelé, un agent de transport nommé Shelby Grigg, une femme blanche d'une quarantaine d'années, qui se trouvait près du terminal de bus ce jour-là. Son témoignage fut bref et peu révélateur. Elle n'avait pas vu toute la rencontre. Juste une commotion, dit-elle, et quelqu'un qui ne coopérait pas. Les mots sonnaient creux maintenant, comme quelqu'un qui essaierait de décrire la fumée après que l'incendie a été révélé. Puis ce fut au tour d'Ununis de contre-interroger. Elle se leva lentement, non par fragilité, mais par intention. Elle fit 2 pas en avant, les mains jointes devant elle, et hocha doucement la tête vers le témoin. « Madame Grigg, commença-t-elle. Combien de personnes se trouvaient au terminal ce matin-là » Grigg parut perplexe. « Peut-être une douzaine. » « Et combien d'entre elles ont été priées de se déplacer par la police » Grigg hésita. « J'ai seulement vu les officiers vous parler. » « Donc, à votre connaissance, j'étais la seule à recevoir des ordres » ? « La seule à être arrêtée. » « Eh bien, oui. » Ununis hocha la tête. « Merci. C'est tout. » Elle se retourna et retourna à la table de la défense, chaque pas lent, calme, délibéré. Il ne s'agissait pas de prouver son innocence, pas encore. Il s'agissait de prouver que quelque chose ne collait pas ici. Et plus elle laissait le système parler, plus il disait les mauvaises choses. Marcus prit une profonde inspiration et tapa un titre dans son brouillon, le tribunal la pensait silencieuse. Il s'est avéré qu'elle était juste assez bruyante. Dans le coin le plus éloigné, l'agent Chavez déglutit difficilement. Il regarda Jarrett, puis Burl, puis Ununis. Et dans ce silence, il réalisa que peut-être il n'avait pas parlé ce matin-là, non pas parce qu'il ne savait pas ce qui se passait, mais parce qu'il le savait. Et maintenant, alors qu'Ununis retournait à son siège et posait de nouveau ses mains délicatement sur la table, elle n'avait pas besoin de le regarder, car le silence, quand il est tenu avec assez de soin, devient un miroir, et il venait d'y voir son propre visage. Pendant près de 2 heures, la salle d'audience a flotté dans une étrange tension, impossible à nommer, mais qui refusait de relâcher son emprise. Ununis de l'ACA avait prononcé moins de 50 mots ce matin-là. Pourtant, la pièce pulsait autour d'elle, comme si elle dirigeait une symphonie silencieuse que personne ne pouvait expliquer. L'accusation a poursuivi, renforçant son emprise sur le langage procédural et les preuves soigneusement sélectionnées. L'agent Jarrett est retourné à la barre avec l'assurance de quelqu'un qui pensait encore maîtriser le récit. Sa version des faits était propre, linéaire, dénuée d'émotion. Elle a refusé de se conformer. Elle était impassible. J'ai perçu son comportement comme potentiellement menaçant. Tout cela était trop familier. Ununis n'a pas objecté. Elle n'a pas contesté la formulation. Elle l'a laissé parler. Elle l'a laissé affirmer son aise devant un jury qui ne pouvait plus tout à fait croiser son regard. Mais Marcus Bell, toujours assis dans la galerie, savait que ce moment ne concernait pas la réfutation d'un mensonge. Il s'agissait d'attendre que le poids de ce mensonge s'effondre sous sa propre arrogance. Et puis, ça a commencé. Cela n'a pas commencé par un drame. Cela a commencé par un nom. Vers le fond de la salle d'audience, un greffier du bureau de supervision fédérale, jeune et nerveux, tapant constamment sur son ordinateur portable, a glissé son téléphone sur la table vers l'un des assistants. Un message venait d'arriver d'un serveur du ministère de la Justice à Washington.
Le greffier a relu l'objet, plissant les yeux, puis s'est penché à l'oreille de l'assistant. En quelques secondes, la tension dans l'air s'est resserrée. Cela s'est passé vite, trop vite pour que quiconque puisse le comprendre. D'abord, l'assistant s'est levé et a quitté la salle d'audience. Un deuxième assistant a passé un appel. Personne dans la galerie ne savait ce qui se passait, mais Marcus l'a remarqué, le changement, le frisson d'anxiété bureaucratique, le genre qui ne se produit que lorsque quelqu'un réalise qu'il a manqué quelque chose de très, très important. De retour à la barre des témoins, l'agent Jarrett continuait de parler, inconscient que le terrain s'érodait sous ses pieds. À ce moment-là, l'accusé a continué d'ignorer les ordres légaux. Nous n'avons eu d'autre choix. Eunice s'est levée lentement de sa chaise. Agent, a-t-elle dit, d'une voix douce, quand vous m'avez abordé ce matin-là, avez-vous vérifié mon nom dans le système? Jarrett a cligné des yeux. Oui. Et qu'a-t-il renvoyé? Il a marqué une pause. Un dossier d'identité standard. Pas de mandat. Rien de notable. Eunice s'est avancée, non pas de manière dramatique, non pas agressivement, mais avec la finalité tranquille de quelqu'un qui avait attendu des décennies pour dire ce qui allait suivre. C'est étrange, a-t-elle dit, car mon dossier n'est pas stocké dans le système standard. Elle s'est tournée vers le juge, les mains toujours le long du corps. Puis-je soumettre une requête, votre honneur, pour que le tribunal émette une confirmation d'identité directe auprès du Bureau de la sécurité du personnel du ministère de la Justice? Le juge Tate a froncé les sourcils. C'est une affaire locale. Cela dépasse le cadre de « à moins que ». Eunice a dit doucement, l'accusée n'est pas celle que vous croyez. C'est à ce moment-là que la porte à l'arrière de la salle d'audience s'est ouverte. Deux hommes sont entrés, tous deux en costume sombre, des badges accrochés à leur ceinture. L'un d'eux s'est avancé immédiatement, portant un dossier scellé. Il l'a remis au greffier, puis a regardé directement le juge Tate. Je m'appelle l'agent Monroe, supervision interne, ministère de la Justice, a-t-il dit, sa voix ferme mais respectueuse. Par ordre de Washington, nous sommes ici pour confirmer l'identité de l'accusé et pour assumer l'autorité d'observation sur ces procédures. La salle a halté, mais pas Eunice. Elle est restée immobile, calme. Le juge Tate a balbutié, c'est hautement irrégulier. Pas lorsque l'individu en question, a interrompu Monroe, détient un niveau d'habilitation fédérale qui outrepasse la juridiction de ce tribunal. Il s'est tourné vers Eunice, non pas brusquement. Et à ce moment-là, la femme tranquille à la robe bleue usée, la vieille femme qu'ils avaient raillée, ignorée, sous-estimée, se tenait plus droite sans redresser son dos. Eunice Delca, a poursuivi Monroe, n'est pas une accusée. Elle est une agente de renseignement senior rattachée à la division des droits civiques du Federal Bureau of Investigation. Sa présence ici fait partie d'une enquête interne sur les inconduites raciales, l'abus de pouvoir systémique et les violations des procédures légales dans les tribunaux pénaux ruraux. Le visage de Jarrett s'est vidé de ses couleurs. Burl a figé, à mi-phrase, les lèvres entr'ouvertes, mais silencieuses. Le marteau de Tate lui a légèrement glissé des mains. Personne n'a parlé. Marcus Bell pouvait à peine bouger son stylo. Son souffle s'est coupé dans sa gorge alors qu'il écrivait, elle ne faisait pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Nous n'avons jamais pris la peine de demander qui elle était vraiment. Eunice s'est retournée maintenant, non plus en tant qu'accusée, mais comme un miroir pour chaque personne dans cette pièce. Vous n'avez pas reconnu mon nom, a-t-elle dit doucement. Non pas parce que je me cachais, mais parce que vous ne cherchiez jamais. Elle a marqué une pause, balayant du regard le jury, les officiers, le juge. Je ne suis pas venu ici pour me défendre. Je suis venu observer, écouter, vous donner l'espace de montrer qui vous êtes quand vous croyez que personne ne regarde. Le juge Tate, pâle et secoué, a essayé de reprendre le contrôle. Vous avez manipulé ce tribunal. Non, a coupé Monroe. Elle l'a révélé. Ce qui a suivi n'a pas été bruyant. Ce n'a pas été de la colère. Ce fut simplement dévastateur, car dans le silence qui a rempli la pièce après ce moment, chacun s'est retrouvé seul avec ses choix, avec les rires, l'arrogance, les préjugés. Le système n'a pas échoué à cause du silence d'Eunice. Il a échoué parce que le silence était la seule chose qu'il n'avait jamais su interroger. Et maintenant, il devait y répondre. Non pas à la femme qu'ils avaient mal nommée, pas à la vieille dame menottée, mais au nom que personne n'avait pris la peine de connaître avant qu'il ne soit bien trop tard. Malgré le choc qui avait secoué la salle d'audience après la révélation de l'identité d'Eunice Delca,
ce qui a suivi n'a pas été un effondrement immédiat. Ce fut le déni, la résistance, un attachement obstiné à l'illusion de contrôle. Le juge Tate a rajusté sa robe avec un calme délibéré, essayant de réaffirmer son autorité, non par des verdicts, mais par sa posture. Lassie Burle feuilletait ses papiers, comme si elle cherchait encore une version des événements qui pourrait effacer celle qui se déroulait devant elle. Mais quelque chose de fondamental avait changé, et non pas à cause des titres ou des insignes, car rien n'avait changé dans la présence d'Unis. Elle était toujours assise avec la même dignité éprouvée, les mêmes mains jointes, le même regard qui semblait voir 2 pas au-delà du moment présent. La seule chose qui avait changé, c'était ce que la pièce s'était finalement permis de voir. Ce n'était pas une performance. Rien n'était fabriqué. Chaque rire, chaque regard condescendant, chaque supposition paresseuse, ils étaient réels, bruts, documentés. Et soudain, la salle d'audience ne s'inquiétait plus de ce qu'Unis avait fait. Elle était terrifiée par ce qu'elle avait fait devant elle. L'agent Monroe est resté au bord de la pièce, un presse-papier à la main, ne parlant que si on lui adressait la parole. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Sa présence était suffisante. Le sceau sur son dossier, le silence dans sa posture, tout disait ce qui devait être dit, c'était maintenant une affaire fédérale. Et cela a rendu ce qui a suivi d'autant plus dévastateur. Unis s'est levé, lentement et régulièrement, et a demandé au tribunal de rejouer la vidéo de la caméra corporelle de l'officier, le même extrait qu'ils avaient déjà examiné. Le juge Tate, essayant de retrouver un semblant de contrôle, l'a autorisé, pensant peut-être que cela ne ferait que confirmer les faits déjà soumis en preuve. Mais lorsque la vidéo a été diffusée cette fois-ci, elle n'a pas commencé par un ordre muet ou un problème numérique. Elle a commencé avec le son complet, clair, non altéré. La voix de Jarrett pouvait être entendue, agressive et non provoquée. « J'ai dit, circulez, madame. Vous n'avez pas le droit de traîner où bon vous semble. » Unis n'a pas répondu. La séquence la montrait debout, immobile, les bras le long du corps. Pas d'identité, pas de réponse. Vous cherchez les problèmes, marmonna Jarrett. Il s'approcha rapidement, trop rapidement. Et puis il y eut le son des menottes tirées avant un seul mot de résistance, le claquement du métal contre la peau, la voix serrée d'un homme qui ne maîtrisait pas une menace, mais affirmait sa domination. La salle d'audience resta immobile lorsque la séquence se termina. Unis regarda Burle, dont le visage était devenu pâle. « Vous avez soumis une vidéo éditée comme votre plus forte preuve, dit-elle, non pas en accusant, mais simplement en déclarant. Vous avez retiré le son. Vous avez contrôlé le récit. » Burle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. « Vous n'avez pas altéré la vidéo parce que vous pensiez que cela aiderait votre dossier, » a poursuivi Unis. « Vous l'avez altérée parce que vous saviez ce qu'elle contenait comme son, et vous espériez que personne ne se soucierait de demander pourquoi elle était silencieuse. » Le juge Tate s'éclaircit la gorge, mais ne parla pas. Unis se retourna vers le jury. Rien de ce que j'ai vécu dans cette salle d'audience n'était mis en scène. Aucun script n'a dit à l'agent Jarrett de m'appeler Madame Lotto. Aucune note n'a instruit la procureure de ricaner quand j'ai choisi de parler pour moi-même. Aucun réalisateur n'a dit au juge d'oublier mon nom. Vous avez fait cela de votre propre chef parce que vous croyez que personne d'important ne regardait. Ce n'était pas dit avec fureur. C'était dit avec quelque chose de bien plus lourd, de la déception. Ce n'est pas du théâtre, a-t-elle dit. Mais vous avez joué quand même. Sa voix est restée basse, mais il y avait un tranchant maintenant, un rasoir caché sous du velours. Quand je suis restée silencieuse, vous m'avez traité de non coopérative. Quand j'ai demandé des preuves, vous m'avez traité de difficile. Et quand j'ai cité la loi que vous avez juré de faire respecter, vous avez mis en doute ma santé mentale. À la table de l'accusation, Burle se leva brusquement. Objection. Ce n'est pas une ligne de. Rejeté, marmonna le juge Tate. Sa voix se brisa à la fin. Le jury resta figé. Un homme agrippait son siège comme s'il pouvait le maintenir debout. Une femme à sa gauche clignait des yeux forts et vite, comme si les larmes montaient et qu'elle n'était pas prête à les laisser tomber. Ce qu'ils venaient de voir, ce qu'ils avaient entendu, ne pouvait être désentendu. Ils avaient vu une femme être arrêtée pour être restée immobile, et maintenant ils étaient contraints d'admettre qu'ils avaient d'abord cru la version éditée. Unis retourna à son siège, mais ne s'assit pas. Elle se tourna pour faire face à la galerie. « Vous avez ri » dit-elle, ses yeux balayant les rangées de spectateurs. « Pas tous, mais certains. »
Vous avez ri quand vous pensiez que ce serait facile, quand vous pensiez qu'il s'agissait d'une vieille femme qui ne savait pas mieux. Elle fit une pause, une respiration. Je savais exactement ce que cette salle d'audience ferait, car j'ai passé ma vie à observer ce qui se passe quand une femme noire parle, se tient calmement droite et refuse de s'excuser d'exister. Et puis elle se tourna pour faire face au juge Tate. Vous m'avez dit que ce n'était pas un amphithéâtre, mais vous l'avez dirigé comme une scène. Vous pensiez que je faisais un spectacle. Vous n'avez jamais imaginé que j'observais le vôtre. Silence. Même l'agent Monroe, posé et professionnel, baissa son presse-papier. Marcus Bell, toujours assis dans la galerie, griffonna une ligne dans son carnet, en majuscule, tous ces qui l'ont fait étaient réels. C'est pour ça que ça fait mal. Unis s'assit lentement. Sans fioriture, sans grandiloquence. Mais personne dans cette pièce ne pourrait plus jamais l'appeler, l'accuser, sans que la honte ne lui serre la gorge. Car le procès n'avait pas eu pour but de prouver un crime. Il avait eu pour but de prouver une tendance. Et tout ce qu'elle avait à faire était de les laisser être exactement qui ils étaient, sans retouche, sans mise en scène, juste la vérité. Et le silence qui, finalement, les a fait l'entendre. Le marteau ne retomba plus jamais. Après qu'une Eunice de Loca se fût assise, un calme absolu s'installa dans la salle d'audience. Non pas celui qui exigeait l'ordre, mais celui qui marquait la capitulation. Personne ne se leva. Personne ne bougea. Le juge Tate regarda son banc comme un homme le voyant pour la première fois et réalisant que ce n'était jamais son trône. Lassie Burle était restée immobile à la table de l'accusation, la mâchoire serrée, non par défi, mais par reconnaissance. Elle avait perdu plus qu'une affaire. Elle avait perdu le privilège de ne pas savoir. L'agent Monroe s'avança sans fioriture, posant un dossier sur le bureau du greffier avec la précision calme d'un homme qui n'avait pas besoin de prouver qu'il était à sa place. Il lut les dernières lignes d'une déclaration fédérale, le ministère de la Justice ouvrait officiellement une enquête complète sur les pratiques judiciaires de Chen Lac, y compris un examen de toutes les récentes affaires judiciaires supervisées par le juge Tate. Chaque arrestation effectuée par les agents Jared, Campos et Degan serait vérifiée sous la supervision fédérale. Le titre 18, section 242, serait appliqué, et la responsabilité ne serait plus théorique. L'agent Jared était assis comme enchaîné à son siège, les yeux papillonnant vers la porte, mais sachant qu'elle ne menait nulle part. Derrière lui, l'agent Chavez fixait ses propres mains, comme s'il réalisait trop tard que le silence pouvait soit vous protéger, soit vous inculper. Il n'était jamais neutre. Quand les marshals arrivèrent pour escorter Jared et Campos hors de la salle d'audience, il n'y avait pas encore de menottes, mais le poids de ceux qui attendaient au-delà des marches du palais de justice était visible dans chaque parcelle de leur posture. Ce qu'une Eunice avait fait ne concernait pas la punition. Il s'agissait de la révélation. Et il y a une autre sorte de justice qui se produit lorsque les gens sont forcés de se regarder en public. Marcus Bell, toujours en train de griffonner dans la galerie, ne savait pas comment intituler son article. Chaque ébauche qu'il avait envisagée, la femme qui attendait, la salle d'audience qui s'est effondrée, le silence qui parlait, semblait maintenant trop petite. Il leva les yeux vers une Eunice et réalisa que cela ne concernait pas ce qu'elle avait dit ou même ce qu'elle avait révélé. Il s'agissait de ce qu'elle avait rendu possible. Une femme qui était entrée dans une salle d'audience en tenue de prisonnier était devenue la mesure par laquelle ils se jugeraient désormais eux-mêmes. Le juge Tate parla finalement, mais sa voix était plus ténue maintenant. Mademoiselle Deca, avez-vous quelque chose à ajouter avant que nous ne levions la séance? Elle se leva, se retourna lentement, non pas vers lui, mais vers le jury, vers les gens qui l'avaient observé, évalué, attendant qu'elle enfreigne une règle ou un ton ou un code. Je ne suis pas ici pour vous dire à quoi la justice devrait ressembler, dit-elle, d'une voix calme. Je suis ici pour vous demander si ce que vous avez vu aujourd'hui y ressemblait. Elle regarda chaque juré, sans accuser, sans supplier. La justice ne se mesure pas à la force avec laquelle on défend la loi, poursuivit-elle. Mais à la prudence avec laquelle on écoute lorsqu'elle est mal utilisée. Et à ce que l'on fait quand personne n'est censé regarder. Elle fit une pause. Laissa le silence emplir à nouveau la pièce. Je n'ai pas parlé parce que je voulais voir ce que ferait ce tribunal quand il pensait que je ne pouvais pas riposter. C'est le genre de justice que nous mesurons rarement, ce qui se passe quand quelqu'un est présumé impuissant. Elle se retourna vers le juge Tate. Je n'ai jamais élevé la voix, votre honneur. Et pourtant, toute la salle d'audience a tressailli. Elle se rassit comme toujours, doucement, tranquillement, délibérément. Dehors,
la nouvelle avait déjà commencé à se répandre. Le couloir était plein de journalistes, dont certains ne s'étaient jamais beaucoup intéressés aux procès locaux, mais se bousculaient maintenant pour avoir de la place. Des véhicules fédéraux bordaient le trottoir. Et au-delà des frontières de l'État, les téléphones vibraient avec des extraits transférés, des captures d'écran de titres, des fragments audio de l'intérieur de la salle d'audience. Au moment où le ministère de la Justice a tenu sa conférence de presse officielle 2 jours plus tard, l'extrait d'une UNIS disant « Le silence n'est pas une capitulation. C'est de la surveillance » était déjà devenu viral. Mais une UNIS n'a pas assisté à la conférence de presse. Elle n'a pas publié de déclaration personnelle. Elle n'a pas accordé d'interview. Au lieu de cela, elle a visité une école primaire dans l'ouest de Chicago, son ancien quartier. Elle s'est tenue devant un microphone dans une bibliothèque remplie d'élèves de 4e année et a seulement dit ceci. Quand quelqu'un vous dit que les gens calmes n'ont rien à dire, ne les croyez pas. Les gens calmes écoutent. Et un jour, ils poseront la question qui changera tout. Une enseignante au fond essuya ses yeux sans faire de bruit. Un garçon au premier rang la regardait comme s'il voyait un super-héros en chair et en os. Plus tard cette nuit-là, Marcus Bell termina son article. Il ne dépeignit pas une UNIS comme une sauveuse. Il ne dramatisa pas l'effondrement du tribunal. Il l'écrivit exactement tel qu'elle était, un système qui s'est exposé en présence de quelqu'un qui a refusé de refléter sa rage. Son article se terminait par une seule phrase. La justice n'arrive pas toujours avec une sirène. Parfois, elle marche dans de vieilles chaussures, reste immobile et écoute jusqu'à ce que la pièce se condamne elle-même. Une UNIS de cas est rentrée chez elle plus tard cette semaine-là. Petite, discrète, rien d'extraordinaire de l'extérieur. Mais les gens de son quartier l'arrêtaient différemment maintenant. Non pas avec faste, non pas avec admiration, mais avec quelque chose de plus simple, la révérence. Non pas parce qu'elle avait fait tomber un palais de justice, mais parce qu'elle l'avait fait sans élever la voix. Un soir, une adolescente du quartier a frappé à sa porte, un devoir d'école à la main. « Melka » demanda-t-elle timidement. « C'est vrai qu'il pensait que vous étiez juste une vieille dame ordinaire ?» Une UNIS sourit, non pas fière, mais pleine de savoir. « Non, ma chérie, dit-elle. Il pensait que j'étais invisible. » Ce n'est pas la même chose. La fille ne comprit pas entièrement, mais elle hocha quand même la tête. Et une UNIS laissa le moment être, car elle savait maintenant ce qui importait. Elle n'avait pas démantelé un tribunal avec des preuves ou de la rhétorique. Elle avait simplement refusé de jouer un rôle dans son théâtre. Elle l'avait laissé se dérouler et avait observé. La justice, réalisa-t-elle, n'était jamais censée être bruyante. Elle était censée être vue quand elle pensait que personne ne regardait. Et maintenant, enfin, quelqu'un regardait. Une UNIS de cas est entrée dans une salle d'audience menottée, enveloppée de préjugés, sous-estimée par presque tous ceux qui la voyaient. Pour eux, elle n'était qu'une autre femme noire âgée, silencieuse, solitaire, fragile. Mais sous son calme se cachait un esprit qui avait passé des décennies à observer des systèmes construits pour ignorer les gens comme elle. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas supplié. Elle a attendu. Elle a attendu que les juges se moquent d'elle, que les officiers la manquent de respect et que les avocats la rejettent. Et quand ils ont révélé qui ils étaient vraiment, quand ils ont exposé leurs préjugés sans savoir qu'elle regardait, elle s'est révélée, non pas comme une accusée, mais comme une enquêteuse fédérale senior. Ce qui a suivi n'était pas la justice. C'était une révélation. Une salle d'audience corrompue s'est démantelée d'elle-même, non pas par l'indignation, mais par le pouvoir du silence utilisé à dessein. Une UNIS a prouvé que la dignité n'a pas besoin de rugir, et la vérité n'a pas toujours besoin d'un microphone. Elle a déplacé l'équilibre du pouvoir, non pas en l'exigeant, mais en étant inébranlable face à l'injustice. Elle n'a pas combattu le système avec du bruit. Elle a laissé le système s'inculper lui-même. Et quand il l'a fait, la nation entière a été forcée d'écouter. Ce n'était pas seulement l'histoire d'une femme à qui on avait fait du tort. C'était l'histoire d'un pays qui trop souvent suppose que le silence signifie la faiblesse. Mais une UNIS nous a rappelé, le silence peut être une stratégie, la patience peut être une forme de protestation, et l'immobilité, lorsqu'elle est tenue avec sagesse, peut devenir l'une des armes les plus puissantes que nous ayons. La leçon ici est profonde. Dans un monde qui nous exige de parler constamment pour prouver notre valeur, parfois l'acte le plus radical est d'attendre, d'observer, de choisir le moment qui compte. L'histoire d'une UNIS nous apprend à écouter plus attentivement, à observer plus intentionnellement,
et à ne jamais sous-estimer quelqu'un simplement parce qu'il choisit de ne pas crier. Alors, si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, si elle vous a fait réfléchir, reconsidérer, ou même simplement ressentir, alors aidez-nous à continuer de raconter les histoires qui comptent. Des histoires qui ne font pas que divertir, mais qui révèlent. Des histoires qui nous rappellent les héros silencieux qui marchent parmi nous chaque jour. Abonnez-vous à cette chaîne. Partagez cette vidéo. Car la justice ne porte pas toujours un insigne, mais elle mérite toujours d'être entendue.